Bonjour et bienvenue dans Objectif Santé au Travail, le live de Malakoff Humanis qui s'intéresse aux questions de santé au travail à l'heure du travail hybride. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons parler de porosité. C'est une notion qui renvoie évidemment à l'imbrication entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Dans un environnement, vous connaissez la donne, certains nous regardent de leur travail au bureau, et puis d'autres nous regardent en ce moment de leur travail chez eux. Et ça provoque des allers-retours entre le privé et le professionnel, avec un impact sur notre santé, peut-être aussi sur notre morale, sur notre motivation. Alors on va se poser des questions, on va essayer de faire un diagnostic santé aujourd'hui avec nos invités et puis essayer de voir quelles sont les réponses des employeurs à cette nouvelle donne, comment gérer cette porosité du point de vue de la santé des salariés. Alors pour en parler aujourd'hui avec nous, trois invités. Le premier, c'est Eric Albert. Eric, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, mais vous avez créé deux cabinets pour traiter d'un côté de l'anxiété et puis de l'autre du stress au travail. Le deuxième cabinet s'appelle YouSide et puis vous êtes l'auteur de nombreux livres sur les questions d'anxiété, de stress au travail, de qualité de vie. De comportement au boulot. Et donc, vous nous donnerez votre avis d'expert, sachant que Eric Albert n'est pas un grand fan du télétravail, il nous dira ça tout à l'heure. Moi, j'aime bien les gens qui ont un parti pris, donc je suis ravi qu'Eric soit là. Sandra Fiodo est en duplex avec nous. Bonjour Sandra. Bonjour. Vous nous entendez bien? La liaison est bonne? Super. A priori, aujourd'hui, vous travaillez de chez vous. Si j'analyse le décor, mais peut-être je me trompe. Alors, Sandra, vous êtes consultante en qualité de vie. Vous travaillez notamment avec les experts du lab Welcome to the Jungle. Et vous avez créé un podcast qui s'appelle Les Équilibristes. Donc, très régulièrement, vous entendez des gens qui vous parlent de leurs ambitions et de la façon dont ils équilibrent la vie personnelle et la vie professionnelle. Et évidemment, ils vous font des confidences. Et ces confidences, vous allez peut-être nous les livrer dès lors qu'elles auront un rapport sur leur tonus, sur leur santé au travail. Et puis, on est avec Laurent de la Clergerie. Laurent, vous êtes chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes à la tête d'une entreprise de 1000 salariés, donc c'est pas rien, c'est une bonne grosse PME, plutôt de services informatiques. Services et vente de matériel, oui, en informatique. Voilà. Et alors, on pourrait vous définir de 1000 façons, Laurent, mais vous êtes un patron qui a osé, ce que d'autres n'ont jamais osé, mais peut-être en rêvent-ils, c'est la semaine de 4 jours. Tout à fait. Et ça a fait de vous un homme heureux quand on vous demande « mais vous avez bien des problèmes de santé au travail, si ce n'est pas vous, vos collaborateurs », vous nous séchez, vous nous dites « non, il n'y a aucun problème ». C'est la vérité. J'ai l'impression d'être hors des problèmes de la société, au global même, je dirais, dans la société, oui. Bon, Eric Albert est sûr que vous avez des problèmes, comme tous les psychiatres. Il ira vérifier sur place. On va vous aider à en trouver. C'est évident, quand on cherche, on trouve. Alors, vous qui êtes derrière vos écrans, vous pouvez évidemment participer. Il y a le mode d'emploi, je crois, à la droite de votre écran pour ce live LinkedIn. Donc, vous avez des commentaires, des questions. Vous voulez pousser une plainte ou un coup de gueule, vous voulez une consultation psychiatrique avec Eric Albert en direct sur mesure, vous pouvez tenter le coup et on lit vos questions et vos commentaires et j'en serai le témoin et je les ferai remonter à cette antenne. Allez, tout de suite, on va faire le diagnostic. Quel est l'impact de la fameuse porosité sur la santé des salariés, sur leur motivation? Il y a du plus et il y a du moins, on en parle juste après le jingle. Objectif santé au travail, le live de Malakoff Humanis. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, on traite de la porosité privée, perso et son impact sur la santé. Avant, c'était plutôt cloisonné, métro, boulot, dodo, vacances, bureau, tout ça. Chacun travaillait à sa place dans un espace donné et puis ensuite, le travail s'est un peu dispersé partout. On parle de nomadisme professionnel, on travaille à la maison, on fait des choses perso au bureau. Enfin bon, la frontière est de plus en plus floue. Je vous donne un chiffre, tiens, et je vais le soumettre à mes invités. Selon le dernier baromètre de Malakoff Humanis sur les nouvelles organisations du travail, 59% des salariés qui pratiquent le travail hybride estiment qu'il brouille les frontières de la vie personnelle et professionnelle.
Ce qui me donne un prétexte pour poser cette question à nos invités. Je vais commencer avec vous, Éric Albert. Quelle est votre définition de la porosité? C'est quoi la porosité pour vous? Définition. Si on prend une matière poreuse, c'est ce qui permet l'échange. D'accord. Donc c'est ce qui permet de passer d'un côté à de l'autre. Et donc la porosité, c'est le fait qu'il n'y a pas des réservoirs hermétiques l'un par rapport à l'autre, ça se mélange. Et d'une certaine façon, ça correspond à ce qu'on est. Nous sommes des individus, comme nous sommes au travail, nous avons en tête nos sujets personnels, quand nous sommes à la maison, nous avons... Et simplement, toute la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un échange qui est trop dans un sens par rapport à l'autre? C'est comme l'alcool, il y a des mélanges qui ne sont pas bons à faire. Peut-être, Bon. Et puis trop d'un côté ou trop de l'autre. Je vais poser la question à Laurent de la Clergerie. La porosité, pour vous, qu'est-ce que c'est, Laurent? Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes... Alors, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je dirais que, de par le métier que je fais, en plus je le vis, la numérisation a amplifié cette porosité. Bah oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une porosité entre travail et vie perso, mais la numérisation, en fait, empêche quelque part de couper cette porosité quand on voudrait la stopper. C'est ça qui est en cause. C'est exactement ça. Là, hein. D'accord. Bon, alors, on a l'échange pour le meilleur ou pour le pire. On a la porosité par le digital. On va poser la question à Sandra Fiodo. Pour vous, votre définition de la porosité, Sandra, tout en ayant dans la tête qu'on parle santé dans Objectif Santé. Oui, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est que la porosité, c'est pas quelque chose de nouveau. On en parle, et ça c'est nouveau, mais ça a toujours existé. Il y a quelques années, on se moquait du journaliste de la BBC dont la fille avait fait irruption dans l'arrière-plan alors qu'il était en plein live. C'est devenu notre réalité à tous, mais ça a toujours été la réalité. Comme le soulignait Eric, on a toujours des pensées du perso qui viennent quand on est au travail et inversement. Donc la grosse nouveauté, c'est pas tant la porosité en tant que telle, c'est le fait qu'on en parle et le fait que ça devienne un sujet qu'on traite en entreprise. Voilà, les questions de charge mentale, par exemple, de ces dernières années, on y était les prémices, mais la crise a vraiment accéléré les choses sur ce sujet-là. Je vais vous soumettre un autre chiffre qui nous permet d'engager la discussion sur les aspects bénéfiques de ce mélange, de cet échange pro-perso. 86% des salariés, toujours dans le cadre du baromètre Malakoff Humanis, 86% des salariés qui pratiquent le travail hybride estiment qu'il permet de mieux adapter leur organisation de vie et leurs différentes contraintes. Alors, je vous pose la question à tous les trois, est-ce que vous voyez quelques grâces, quelques vertus à cette fameuse porosité, à cette organisation nouvelle du travail? Laurent? Je dirais que ça a amené les employeurs quelque part à plus de confiance dans les équipes et à se rendre compte qu'on pouvait faire confiance quand on les lâchait. Donc ça, voilà, ça c'est un aspect positif effectivement de la chose. Vous y voyez la confiance, donc vous y voyez une amélioration de la qualité de la relation managériale en fait. Exactement, parce la relation de travail. La confiance entreprise, c'est ce qu'il y a de capital et en fait on s'est rendu compte quelque part qu'à travers ce travail hybride, quand on lâche les gens et qu'on ne les a pas sous les yeux, ils travaillent quand même. Et ils sont moins stressés peut-être. Est-ce que quand on lâche les gens, Éric Albert, est-ce que quand ils sont en confiance, ils sont moins stressés, moins fatigués? Par certains côtés, ils peuvent l'être. Alors, le côté très positif, c'est quand j'ai à travailler seul, je me concentre beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins interrompu. Je peux vraiment, à condition que j'ai des conditions matérielles qui permettent ça, me mettre vraiment dans un état de travail sans être... Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, tous les environnements de travail sont des environnements perturbants et la numérisation accentue encore beaucoup ça. Donc ça, c'est le côté extrêmement positif. Après, on parlera des côtés négatifs après, mais est-ce que ça stresse moins? Les études montrent le contraire. En tout cas, les études montrent que dans les périodes de confinement, les risques psychosociaux ont beaucoup augmenté. On va parler des aspects négatifs, je vous interromps, mais je veux entendre Sandra Fiodo sur les bénéfices de la porosité. Que vous disent d'ailleurs vos amis qui réagissent sur votre podcast Les Équilibristes? Est-ce que les équilibristes ont trouvé un équilibre justement, et notamment un équilibre de santé au travail, que ce soit chez eux ou au bureau?
Il y a effectivement une notion d'équilibre, une notion de curseur en tout cas. On se rend compte qu'il y a un consensus autour de 2-3 jours par semaine qui sont très bénéfiques. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'avoir la main sur son temps, de pouvoir s'organiser davantage comme on le souhaite. Et il y a un gros bénéfice sur le gain du temps de trajet. Et ça, en particulier dans les grandes villes, on l'entend énormément. Enfin, je l'entends beaucoup de la part de mes auditrices et de la part de mes clients. Cette idée que ce temps que je récupère sur mon temps de trajet, j'ai le choix de le réinvestir, de le réinjecter dans des loisirs, dans le fait d'aller chercher mes enfants plus tôt le soir, dans le fait de dormir plus tard le matin. Il y a cette idée que j'ai plus la main sur mon temps. Et ça, c'est bénéfique, jusqu'à 2-3 jours par semaine. Je m'arrête là parce qu'on parlera des effets négatifs après. On parlera des aspects négatifs, mais je recontacte mon médecin préféré dans Objectif Santé au Travail. Eric, les transports, c'est quand même d'une toxicité absolue. Je vous dis ça, je vous provoque un peu parce que vous êtes un peu contre le télétravail. Mais enfin, dans les transports, on s'énerve, on se fatigue. Bon, alors certes, on peut déjà commencer à travailler, mais enfin, le télétravail supprime tout ça. C'est un grand bénéfice, non? Alors, pour certains, et d'autres vous disent, à propos de la porosité, que le transport, c'est un sas. Ouais. Et que c'est un sas qui me permet d'aller vers le travail, et qui est un sas qui me permet de me couper du travail. Et que quand je bosse chez moi, quand est-ce que j'arrête vraiment? Quand est-ce que, et puis, quand est-ce que je passe directement de ma réunion Teams à faire les devoirs de mes enfants? J'ai cette capacité à me déconnecter qui n'est pas évidente. Donc le transport est une transition, pour certains, une zone grise. C'est là où il faut faire très attention aux généralisations. Il y a certaines personnes pour lesquelles il n'y a aucun problème à passer de la réunion Teams au goûter des enfants, et il y en a d'autres pour lesquels ils ont besoin d'avoir des sas. 60% des dirigeants, je cite toujours mon étude préférée Malakoff Humanis, estiment 60% des employeurs, des dirigeants, que le télétravail contribue à une diminution de l'absentéisme au sein de leur entreprise. Laurent de la Clergerie, tout à l'heure, vous allez nous raconter comment vous êtes passé à la semaine de 4 jours, mais est-ce que vous avez le sentiment que le télétravail diminue l'absentéisme? C'est très clair. Ne serait-ce on ne flique pas les gens quand ils sont en télétravail. Du coup, ça leur permet de s'organiser. Le colis qu'on ne reçoit pas, où on est obligé de prendre une demi-journée, des tas de choses comme ça, ont été simplifiées par le télétravail dans la vie de tous les jours. Et l'absentéisme pour raison de santé? Et du coup, l'absentéisme pour raison de santé, je ne peux pas dire si le télétravail l'améliore ou pas. Je n'ai pas de chiffres là-dessus. En tout cas, il n'y a pas de fausses excuses. Sandra Billaudot, vous avez une intuition là-dessus, sur la baisse des arrêts maladie dans cet environnement de porosité? J'ai tendance à m'appuyer sur les études qui disent, qui sont assez claires dans le sens de celles que vous citez aussi. Il y a en revanche plein de sujets sur lesquels il faut qu'on fasse attention et qu'on va aborder juste après. Mais voilà. Le médecin sur l'absentéisme? Non, mais ce qui est tout à fait évident, c'est qu'à partir du moment où les gens se sentent bien dans ce qu'ils font et de la façon dont ils font, et qu'ils ont trouvé plus de confort, et que y a quelque chose d'harmonieux. Évidemment, il y a moins d'absentéisme. Il n'y a aucun doute. Donc, il y a une réalité qui est une évidence, c'est que depuis les confinements, le télétravail est rentré dans la réalité de tout le monde. Et la plupart des gens, ce que vous disiez, ils trouvent plus d'harmonie. Donc, certainement, il n'y a aucun doute là-dessus, il y a moins d'absentéisme. 37%, pourtant des salariés, toujours selon l'étude Malakoff Humanis, 37% d'entre eux estiment que cette imbrication entre le privé et le perso, et on va en venir à la dimension problématique peut-être de cette porosité, ils estiment que c'est un facteur de stress. Vous aviez la parole, Eric, vous la gardez. Est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle forme de stress? On connaît le stress avant cette période de 2 ans qui nous a ouvert les chemins du travail hybride. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut être attentif à de nouveaux points? Alors d'abord, soyons très clairs, il n'y a pas de travail sans stress. Donc il y a du stress, on a du stress dans notre vie quotidienne. Là, on est en direct, on est sous stress et c'est très utile. Oui, mais c'est du bon stress. Ouais, c'est des bonnes endorphines. Vous allez sortir du studio, vous allez sauter comme un lapin. C'est très utile. Donc, première chose, est-ce que telle situation ou telle situation peut donner du stress? Très probablement.
ce qui est très important à comprendre, c'est que de très loin, le premier élément de régulation du stress au travail, c'est ce qu'on appelle le soutien social. C'est-à-dire des gens autour de moi auxquels je peux parler, qui peuvent m'aider par rapport à des situations concrètes et beaucoup par rapport à des situations émotionnelles. Quand je suis seul chez moi, je reçois un coup de fil un peu agressif d'un client, je reçois un email de quelqu'un dans la hiérarchie qui me demande des choses un peu de façon dure, à qui j'en parle? Je gère ça tout seul. Donc, parce que prendre mon téléphone pour appeler mon collègue, j'ai 9 chances sur 10 pour qu'il fasse autre chose, alors que quand on est les uns à côté des autres, il suffit que je me lève, que j'aille à la machine à café, j'ai tout de suite quelqu'un avec qui parler. Et puis, les gens me voient, ils vont à la tête que je fais, ça n'a pas l'air d'aller. Et donc, ce soutien-là, quand on est à distance, on l'a perdu. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a vu beaucoup monter cet isolement des acteurs. On a vu beaucoup monter les risques psychosociaux quand on était en confinement. Sandra Fiodo, vous avez écouté ce que disait Éric. Que vous disent vos équilibristes? On va les appeler comme ça, comme si c'était vos patients, même si c'est des gens que vous écoutez. Que vous disent vos équilibristes sur les risques psychosociaux, les risques santé de cette porosité? Alors, mes équilibristes, ils ont cette particularité que ce sont beaucoup de femmes et que ce sont essentiellement des parents. Et quand on regarde la dernière enquête de Santé publique France sur les populations qui ont été les plus affectées par l'augmentation des cas d'anxiété, de troubles du sommeil, etc., ce sont ces populations-là. Donc, c'est les personnes c'est les femmes et c'est les personnes qui ont des enfants de moins de 16 ans. Donc on sent ce mal-être-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a quelque chose qui m'est souvent remonté, c'est la multiplication des sollicitations qui arrivent en même temps. Et cette idée, donc le fameux multitâche qui nous permettrait de faire 150 choses dans la journée, en réalité c'est une illusion. Et c'est une illusion qui est très très énergivore et négative, puisqu'on a l'impression qu'on peut être à la fois en réunion Teams et en même temps en train d'organiser je ne sais quoi pour le soir avec ses enfants, et puis en même temps en train de faire autre chose, et ça ne marche pas, ça sursollicite le cerveau, c'est épuisant, et à la fin de la journée on se sent absolument vidé et donc à risque. Donc il y a quand même cette idée de sursollicitation que je vois beaucoup revenir, sursollicitation aussi au travail, avec, comme on est à distance, la multiplication des canaux de communication, etc. Et donc aussi trop de choses à faire en même temps. Ça, je l'entends beaucoup de la part de mes clients entreprises qui cherchent des solutions à ça et à mettre en place des bonnes pratiques pour éviter ces comportements-là. Si je peux me permettre, juste un mot, c'est presque plus le digital, là, parce que je suis au travail, j'ai mon écran, j'ai la sollicitation j'ai mon téléphone qui sonne avec mes enfants qui m'appellent, j'ai mon WhatsApp la boucle WhatsApp sur laquelle, etc. Donc on voit bien que c'est la sursollicitation des sources. Mais quand vous êtes au bureau, vous l'êtes aussi. Exactement. Bon. C'est pareil, la sursollicitation, elle vient de la diversité des sources. Ça veut dire que la porosité, elle existe au bureau, elle existe chez soi. De la même façon. Et ça veut dire qu'il faut y apporter des remèdes qui ne relèvent pas nécessairement du fait d'être chez soi ou d'être au bureau. Exactement. C'est de la méthodologie et c'est surtout de l'attention portée sur soi. Vous n'avez aucun de tous ces problèmes, vous, Laurent de la Clergerie. Vous êtes un homme heureux, tout va bien chez vous, au point qu'Éric Albert... Éric Albert était persuadé que vous aviez quand même des soucis. Non, mais il y a un mot qui m'a intéressé, on en parlera, c'est le mot sas, parce que je pense que le 4 jours crée ce sas. Bon, on va voir, on a bien listé les zones de risque, on va voir quelles réponses les entreprises peuvent anticiper, peuvent apporter à ces problèmes de santé ou psychologiques posés par la porosité. On en parle dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez réagir, nous poser des questions, j'en ai déjà, mais elles concernent plutôt les réponses de l'entreprise par rapport aux nouveaux risques psychosociaux. Je vous donnerai la réponse avec Éric Albert et ses complices dans un instant. Allez, on y va.
Objectif santé au travail, aujourd'hui on parle de la porosité, si vous nous rejoignez dans ce live organisé par Malakoff Humanis. La porosité dans un nouvel environnement de travail et ses impacts sur le mental, la concentration, la motivation. Et on a fait le tour des bénéfices, on a fait le tour des inconvénients. Maintenant, les réponses aux problèmes posés par la porosité. La semaine de 4 jours pourrait être une réponse parmi d'autres. Et Laurent de la Clergerie, patron d'une PME de 1000 salariés, ce qui n'est pas rien, a mis en place la semaine de 4 jours. Il faut nous en parler parce que ce n'est pas courant. Il y a beaucoup de gens qui en rêvent, partir le vendredi, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas un vendredi libre, la semaine de 4 jours. Alors l'idée, quand je l'ai mis en place, c'était de me dire comment je peux apporter un peu plus de bien-être, de QVT au travail. Et c'est arrivé sur une idée. J'ai lu un article qui disait la semaine de 4 jours a été mise un mois chez Microsoft en août, il y a eu 40% de performance en plus. Partant de là, je me suis dit, et si on travaillait 4 jours? Si on travaillait 4 jours, temps de travail, 8h45 par jour, ça fait des grosses journées. Moyenne d'âge des personnes chez nous, 33 ans. Il faut gérer les enfants, j'entendais tout à l'heure, et c'est vrai. Donc on est passé à 8 heures, donc 4 x 8, 32 heures. Et à partir de là, il y avait des coûts. Payer 35. Payer 35, bien sûr, puisque le but était que ce soit accepté par les gens et que ce ne soit pas un frein. Et à partir de là, on a proposé ça à tout le monde. On l'a fait un accord d'entreprise et on est parti dedans. On est parti dedans maintenant depuis 1 an et demi. Alors il faut savoir qu'au début, ça a été quelque part mal accueilli par les managers qui ont eu le sentiment que ça allait créer plus de travail pour eux. Ça les a stressés. Ça a créé clairement du stress sur les équipes de managers pour différentes raisons. Gestion des plannings, ça va être ingérable. Quand je ne serai pas là, ils ne vont rien faire. Ou encore, je suis déjà débordé, alors en 4 jours, faire le travail que je faisais en 5, ce ne sera pas la peine. Il y avait des attentes, il y avait des demandes où les gens n'osaient même pas en rêver. Non, ils n'osaient pas en rêver. Ils n'osaient pas, c'est vous qui avez rêvé alors. Un patron qui vient et qui dit je vais vous mettre aux 4 jours, je pense que ça n'est pas courant. Mais je voulais faire le pari et je voulais impliquer tout le monde. Et je voulais un accord d'entreprise parce que je voulais que même ces personnes qui au départ étaient contre rentrent dedans, se rendent compte si c'était bon ou pas et puis on verrait ce qu'on ferait après. 1 an plus tard, ça fonctionne. Donc le bilan… le bilan, c'est que ça fonctionne. En termes de climat social, le climat social est bon, mais il était déjà bon. Le climat social était bon. On va dire qu'il a monté d'un cran. En termes d'absentéisme, vous nous avez dit… En termes d'absentéisme, ça a baissé. J'en avais pas, j'en ai pas plus. En termes de bien-être… Il a baissé. Oui, l'absentéisme a baissé, tout à fait. En termes de bien-être, c'est très bon. Et en termes de pourquoi tout ça marche, et le mot SaaS m'a beaucoup plu, parce qu'en fait, on crée un SaaS avec ce 4e jour. Avec ce jour en moins de travail. Parce qu'en fait, aujourd'hui, une semaine, c'est une semaine de travail. On se lève, et jusqu'au moment où on rentre et qu'on se couche, enfin, pas qu'on se couche, je ne vais pas aller jusque-là, mais la soirée, on vit une journée qui, ce n'est pas le nombre d'heures de travail qui compte, c'est qu'on n'a pas eu le temps de vivre une vie normale. Et ça, on fait ça toute la semaine. On arrive le samedi, j'allais dire on décompresse, mais non, il faut faire les courses, il faut s'occuper de tout ce qu'on n'a pas fait, prendre les rendez-vous qu'on n'a pas pu prendre, gérer les enfants un minimum quand même. Et arrive le dimanche, et le dimanche on dit je vais me reposer, mais on n'a qu'une chose en tête, c'est demain je bosse. Et on recommence une semaine. Il y en a qui prennent le lundi chez vous? Il y en a qui prennent le lundi, il y en a qui prennent le vendredi. Claude François, le lundi au soleil, quoi. C'est ça. Et ce jour au milieu de tout ça, il casse tout ça, parce qu'on a le temps d'y caser tout, on a le temps de mettre le rendez-vous qu'on ne sera jamais au maître, et on arrive dans un week-end qui est un vrai week-end, on se repose pour de vrai, et surtout, on recommence une semaine de 4 jours. Vous avez des éléments de mesure de ce repos, de ce bien-être chez LDLC? J'ai deux... j'ai regretté de ne pas avoir fait d'études dessus, pour avoir vraiment des chiffres très concrets et autres. Par contre, on avait fait un test Great Place to Work, enfin on s'était inscrit à Great Place to Work avant, et on avait eu 82% des salariés qui recommandaient l'entreprise, on est passé à 89% aujourd'hui. Donc ça n'est que 7%, mais c'est des pourcents qui ne sont pas faciles à gagner. Au-delà de ça, moi je vois les équipes tous les ans. Je prends le temps, une semaine, de voir l'intégralité des équipes par petit groupe de 20 personnes, et franchement, j'ai vécu un moment de bonheur en me disant « Waouh, ce que tu as mis, c'est ce qu'il fallait mettre ». Les gens sont heureux. Petite anecdote, la question qu'ils m'ont posée dans ces réunions, c'est « Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine ?» La semaine de 3 heures, la semaine de 3 jours. Bien sûr, ils en ont demandé plus. Bon. Et je leur ai clairement répondu qu'il n'y aurait rien de plus, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont la chance de vivre, il faut qu'on arrive à montrer que ça marche à d'autres. Je ne sais pas si ça marche partout, mais en tout cas à montrer que ça marche à d'autres, parce qu'il y a un vrai effet 4 jours.
Alors, ça nous renvoie non pas nécessairement à une réflexion sur la durée du travail, mais à une réflexion sur les rythmes de travail. Éric Albert, en laissant de côté la semaine de 4 jours, est-ce que cette porosité, cette nouvelle façon d'organiser le travail, que ce soit un jour à la maison, que ce soit la semaine de 4 jours, que ce soit du temps partagé entre le bureau, le coworking et le domicile, est-ce que ça suppose de réinventer ce que sont les pauses ou ce que sont les rythmes de travail? Oui, tout à fait. Alors ça suppose absolument un des grands pièges dans lequel on est aujourd'hui, c'est que on a eu le confinement, donc tout télétravail. On est passé à des périodes un peu hybrides et maintenant on est tous en hybride. Et on n'a pas suffisamment pris en compte le fait que ça change tout. Ça change énormément par rapport à qu'est-ce que j'ai à faire quand je suis au travail, qu'est-ce que j'ai à faire quand je suis chez moi, comment je gère c'est justement cette question de la porosité. Et ce qui est absolument essentiel, c'est que ça demande beaucoup plus de discipline. Ça demande des modes de management différents, ça demande des lieux de travail différents. Et tout ça, pour l'instant, on fait comme si on continuait. Donc, par exemple, on a une réunion à faire. Ah ben, si les gens sont là, on la fait en présentiel. Sinon, on la fait en Teams. Ben non, c'est pas la même réunion que je ferai en Teams et que je fais en présentiel. Parce qu'il se passe autre chose, parce qu'on a un autre type d'interaction. Et donc, il faut absolument repenser ça avec ses spécificités et ses temps. Et avec la santé des acteurs en tête. Là, j'ai une question d'Alexandre. Il est secrétaire d'un CSSCT, donc j'imagine qu'il est concerné par les questions de santé au travail. Il nous demande, les RPS, les risques psychosociaux, s'articulent différemment et la charge mentale s'organise aujourd'hui différemment. Comment gérer ces modifications dans les nouvelles approches de gestion des risques professionnels? Est-ce que la gestion des rythmes, l'organisation du temps de travail peut être une réponse à la question ou en tout cas au souci d'Alexandre? Alors, ça peut être une réponse avec ce que disait Sandra tout à l'heure, cette question de comment je gère ma charge mentale, mais il faut développer les gens, il faut les former à ça. Parce que naturellement, chacun d'entre nous, on voit bien qu'on a tous tendance à être en permanence dans le zapping. Voire à être, plus personne aujourd'hui ne regarde un seul écran à la fois. J'ai mon Teams, mais j'ai aussi mon téléphone. Donc on a un vrai sujet, les uns et les autres, d'apprendre à séquencer notre travail, à avoir des vraies pauses, à travailler notre attention. Un sujet majeur. Un des sujets du travail à distance, c'est l'attention. On sait tous qui nous écoute n'a pas mis un Teams en enlevant sa caméra et fait autre chose pendant ce temps-là. Il est probable que les gens qui nous regardent Game of Thrones en même temps, voilà, se fassent à manger et au final se fassent du mal, je vous le dis. Hein. Non seulement vous mangez mal, vous mangez en regardant les écrans, vous êtes foutus. Arrêtez tout, regardez-nous. Donc, la seule façon d'accéder au bien-être, c'est de regarder Objectif Santé de Malakoff Humanisme. Je plaisante à moitié, mais j'illustre exactement ce que vous venez de dire. Que vous disent les équilibristes, Sandra Fiodo, par rapport à leurs aspirations? C'est-à-dire qu'ils viennent parler dans votre podcast avec des ambitions, l'ambition de bien concilier le personnel et le professionnel, de bien gérer cette porosité. Au final, quelles sont vos intuitions à vous? À part évidemment d'être à l'écoute des salariés. Éric a dit qu'il fallait qu'ils se forment, qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils gèrent eux-mêmes leur rythme de travail en liaison avec l'employeur, que l'employeur mette en place des formations. Quelles sont vos intuitions à vous? Il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est le fait que ces questions-là touchent toutes les industries. Il y en a certaines qui ont été très mises sur le devant de la scène aux sorties du confinement, etc., parce que c'était des endroits où on avait du mal à recruter, dans la restauration par exemple. Mais on le voit dans toutes les industries, cette idée que les gens ont envie qu'on tienne compte des contraintes de leur vie personnelle, des contraintes ou même de leurs désirs dans leur vie personnelle, dans la manière dont on organise leur travail. Donc ça peut être des secteurs qui ont du mal à recruter parce que les personnes ne veulent plus venir travailler le samedi. Ça peut être des secteurs comme les infirmiers ou les aides-soignants
ou de plus en plus dans les annonces des offres d'emploi, les arguments de vente ou d'attractivité, c'est pas le salaire ou les formations, mais c'est aussi vous aurez votre planning à l'avance, vous saurez vos plages horaires à l'avance, etc. Donc il y a vraiment cette idée de comment est-ce qu'on tient compte de la vie personnelle des gens dans la manière dont on conçoit le travail. Et donc pour ça, effectivement, il y a l'écoute, mais c'est pas une petite chose que cette question d'écoute, parce que ce que je vois souvent, aussi bien de la part de mes équilibristes que de la part de mes clients, c'est cette idée, cette volonté de se dire, OK, on a compris, il faut qu'on s'empare du sujet, on veut aider par exemple les parents, les aidants, on parle beaucoup de ces deux catégories-là de collaborateurs en ce moment, et dans cette volonté de bien faire, il y a des présuppositions, de se dire, par exemple, les parents, ils ont des difficultés sur tel sujet, donc on va leur proposer des conférences, sans repartir des choses les plus basiques et les plus simples qui sont, et ce que me confient mes équilibristes, c'est simplement qu'on ne les regarde pas avec des gros yeux quand ils ont des jours enfants malades, ne pas mettre des réunions à des horaires où ils auraient besoin de partir du bureau, ne pas stigmatiser les pères qui prennent leur congé paternité, c'est une réalité dans beaucoup d'endroits. Donc ça passe souvent par des petites choses simples, enfin des petites choses simples, des choses en tout cas qui ne demandent pas de grands efforts et de grands moyens, si ce n'est des réflexions vraiment sur la culture et sur qu'est-ce qu'on autorise et qu'est-ce qu'on rend acceptable, tolérable, visible. Et donc pour ça, je rejoins ce que disait Eric, mais c'est une idée de réinventer des règles, parce qu'on ne sait pas faire. Là, on est dans une phase où on n'a pas d'autre choix que de tester, d'avoir des idées, de les tester, de voir si ça marche ou pas, ce qu'a fait Laurent avec la semaine des 4 jours. Mais voilà, et de mettre en place des petites choses et d'avancer comme ça. Récemment, j'étais avec des clients qui sont dans un greffe de tribunal et qui avaient des soucis sur les questions de télétravail, de savoir qui était connecté quand, et de ne pas appeler les gens en dehors de leur jour enfin leurs horaires de connexion, ils l'ont mis dans leur signature mail. Parfois, c'est des toutes petites choses et c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher. Ces petites choses qu'on peut tester, implémenter, réajuster, etc. Bon, j'ai plein de questions, donc autant vous les soumettre maintenant. Question de Stéphane Conreux. Quid de l'association télétravail, sédentarité et prévention de santé? En clair, comment on anticipe les problèmes de santé quand les gens bossent chez eux? On ne les a pas sous la main, on ne les regarde pas, on n'est pas derrière eux. Comment on gère ça? C'est un vrai sujet. C'est le manager qui doit savoir décrypter. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on est les uns à côté des autres, on a par essence une attention aux autres. Cette attention aux autres, on ne l'a pas à distance et c'est surtout qu'on ne s'en sent pas responsable. Donc un des sujets, c'est qu'à distance, cet isolement et le fait de détecter, on a beaucoup formé les managers pendant les périodes de confinement à poser des questions personnelles aux gens sur comment ils vivaient les choses, mais ça dépend de la qualité et de la confiance qu'on a les uns par rapport aux autres, parce que je n'ai pas forcément envie de raconter à mon manager que je ne dors plus la nuit, que ça ne va pas très bien dans mon couple, et donc alors que quand j'y suis et que ma performance baisse, que j'ai des problèmes d'attention, mon manager s'en aperçoit et me dit que je vois bien que ça ne va pas très bien, va voir le médecin du travail. Où il a cette fameuse phrase, tu veux qu'on en parle hein? Non mais après tout, c'est ça le soutien social. Alors, même si tu ne veux pas qu'on en parle, au moins va voir le médecin du travail. Fanny nous écrit, pour LDLC, donc c'est pour vous Laurent de la Clergerie, les objectifs des équipes ont-ils été adaptés, ont-ils évolué lors du passage à la semaine de 4 jours? Est-ce que vous avez changé la pression en fait? Vous avez levé la pression sur les salariés, si tant est qu'il y avait pression? En fait, il y aurait pu avoir une pression puisque j'aurais pu dire vous devez faire en 4 jours le travail que vous faites en 5. Non, j'ai dit on recrutera les personnes nécessaires. Il s'est avéré qu'on n'a pas eu besoin, donc on pourrait se dire après coup qu'on a augmenté le stress puisqu'on a demandé. Enfin, au final, ils font plus de travail en moins de temps. Et non, il n'y a pas eu de pression et les objectifs n'ont pas changé. D'ailleurs, dans l'entreprise au global, de la façon dont on fonctionne, il n'y a pas d'objectif si ce n'est d'aller le plus loin possible. Question de Philippe, toujours pour vous. Laurent, y a-t-il des salariés en temps de travail annualisé chez LDLC? Veillez-vous à ce que certains collaborateurs ne travaillent pas lorsqu'ils sont officiellement en repos? Alors, on n'a pas de temps de travail annualisé, c'est vraiment 4 jours par semaine. C'est un vrai 4 jours par semaine. Après, non, on ne vérifie pas. Je vais être très transparent. On a, comme dans toutes les boîtes, des salariés qui, quand on était à 5 jours, roulent à 180 sur une autoroute à 130. Ces salariés, ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas totalement changé le rythme, mais ils l'ont changé quand même. C'est-à-dire que quand je les vois aujourd'hui,
ils roulent à 150 sur une autoroute à 110. Donc même eux, finalement, ont été gagnants dans l'histoire. Et ont gagné un petit peu de cette vie. Oui, j'ai des gens qui, le 5e jour, ne sont pas complètement off. Alors, ils sont très, très peu. Mais ils ont cette liberté, cette nouvelle liberté de se dire, tiens, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine, je le prends parce qu'ils l'ont officiellement, le jour off. Et de toute façon, ils le faisaient le week-end. Et ça aurait débordé à un autre moment. Donc non, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils sont à 150 en tout état de cause à un autre moment. Il y a une question qui se pose aussi avec la porosité, c'est quand est-ce qu'on travaille ensemble en vérité? Qu'est-ce qui est bon pour le boulot collectif? Quels sont les espaces spatio-temporels qu'il faut aménager pour mieux travailler ensemble? Je vous pose la question, Éric. On peut très bien sacrifier au collectif et se priver de ce soutien social qui est si bon pour le moral. Là encore, est-ce que les entreprises doivent repenser ce qui mérite, ce qui relève du vivre ensemble et du travailler ensemble, et puis ce qui relève du travailler en solitaire parce que ce sera plus simple, moins nocif pour la santé, moins facteur de stress? Oui, et là, il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif, c'est que si on veut que les équipes existent en tant qu'équipe, il faut qu'elles se réunissent physiquement de temps en temps ensemble. Et là, ça veut dire qu'on sort du tout liberté de quand est-ce que je choisis mon télétravail. Il faut se dire par moment, on a des moments où on est vraiment ensemble parce qu'on fait équipe. Et on a besoin de ça. Pourquoi? On a besoin de ça pour alimenter la relation. Parce que la relation, elle ne se fait pas à distance. Elle peut vivre à distance, mais elle ne se nourrit pas. D'ailleurs, vous vous souvenez tous que, parce qu'elle se nourrit beaucoup de l'informel et du non-verbal. Vous vous souvenez que pendant les périodes de confinement, on a tous tenté l'apéro Zoom. Bon, l'apéro Zoom, ça a duré 5 minutes et tout le monde a laissé tomber le truc parce que l'informel, ça passe pas par l'écran. On a besoin d'être là, d'être dans cette espèce de relation très, très particulière de la présence. Donc, on a besoin d'organiser des temps où tout le monde est là. Sinon, si je viens travailler et que j'ai ma journée en Teams avec mes collègues qui, eux, sont chez eux, c'est double punition. Attendez, moi j'ai visité un open space il y a très peu de temps où ils étaient tous là et on aurait dit qu'ils étaient chez eux derrière leur écran. Ça riait plus, ça bougeait plus, voilà. Ça se tapait plus dans le dos, mais c'était à se tirer une balle dans la tête. Et c'est à croire qu'il y a un truc qui est devenu complètement aseptisé. On se croirait dans des bibliothèques où les étudiants ne peuvent plus rien dire. Et là, ils seraient mieux chez eux. Mais c'est l'angoisse surtout. Si c'est pour faire ça, ils seraient mieux chez eux. On est mieux. On est beaucoup mieux chez soi. Donc il faut que et c'est là où il faut réinventer complètement. Le moment où les gens sont là, il doit se passer quelque chose de convivial, d'intelligence collective, d'élaboration ensemble, de rencontre avec les gens, de plaisir. Parce qu'à la fin, soyons clairs, qu'est-ce qui nous donne, parce qu'on parle de santé, mais pour avoir de la santé, il faut du plaisir. Qu'est-ce qui nous donne du plaisir? Ce n'est pas le confort. Rester chez soi, c'est confortable, c'est vrai. Mais ça donne beaucoup moins de plaisir que d'aller au travail, parce que le plaisir, il passe par la relation, il passe par l'échange qu'on a les uns avec les autres. Ce sera le mot de la fin. Mot-clé, le plaisir. Faites-vous plaisir au travail, faites-vous plaisir à la maison et peut-être vous serez en meilleure santé, meilleure morale, meilleure motivation. Merci à Sandra, merci à Laurent et merci à Éric pour ces contributions. Le prochain numéro d'Objectif Santé au Travail avec Malakoff Humanis, c'est au mois de mai, vers la mi-mai. Surveillez vos alertes et le sujet dont on parlera, ce sera la nouvelle ergonomie, la révolution ergonomique. Les nouveaux lieux de travail peuvent-ils agir sur la santé? C'est vrai que longtemps, on s'est intéressé à la couleur des murs, à l'ergonomie du siège. Bon, c'était des sujets. Mais s'il y en a des nouveaux, est-ce qu'il y a un bureau de demain dans ce nouvel environnement de travail hybride? Eh bien, vous le saurez si vous vous faites plaisir. Et vous ferez plaisir en regardant le prochain numéro d'Objectif Santé au Travail. À bientôt et merci à tous.